pour nous donner plus d'éclaircissements sur nos dossiers régionaux, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ataya Abou-Naga, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, mais encore une fois, je ne suis pas l'ex-adjoint du ministre, ex-assistant adjoint, pour préciser. Monsieur l'ambassadeur Ataya Abou-Naga, ex-assistant adjoint du ministre des Affaires étrangères, bonjour. Nous allons aborder la question de Gaza. Comment peut-on évaluer la question actuelle à la lumière des tensions existantes et à la lumière du rôle que joue l'Égypte dans une tentative de contenir la crise? Oui, la situation à Gaza est tragique parce que le peuple gazaoui continue à souffrir du manque d'assistance humanitaire, manque de nourriture, manque de matériel médical. Israël n'a pas honoré ses engagements, continue ses crimes à Gaza et en Cisjordanie, a déplacé les populations, ce qui représente des crimes de guerre. N'a pas retiré ses forces comme le stipulait l'accord de Sharm el-Sheikh conclu en octobre dernier sous l'égide de l'Égypte et des États-Unis. Alors, la situation est tragique. Malheureusement, la communauté internationale n'agit pas suffisamment pour forcer Israël à respecter ses engagements. Pour sa part, l'Égypte continue à déployer tous ses efforts et multiplier les contacts pour parvenir à mettre en place l'autorité qui est censée gérer Gaza. L'Égypte joue un rôle logistique et diplomatique. À votre avis, est-ce que on aurait besoin d'autres acteurs et d'autres joueurs avec nous? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la communauté internationale doit être impliquée davantage. L'Égypte n'a jamais cessé de jouer son rôle de médiateur, de facilitateur, et aussi d'appuyer le peuple palestinien, d'appuyer l'autorité palestinienne. Le fait même que l'Égypte a abrité la conférence de Sharm el-Sheikh, c'est la meilleure preuve que l'Égypte ne s'est jamais démarquée de son rôle crucial dans cette région du monde. Maintenant, la communauté internationale et surtout les États-Unis doivent faire pression sur Israël parce que l'accord conclu en octobre dernier, il y avait des engagements à prendre des deux parties. D'une part, Hamas, qui a remis les corps des anciens détenus israéliens, et de l'autre part, Israël, qui devait se retirer de la bande de Gaza, un retrait graduel, et même ce retrait graduel n'a pas encore eu lieu. Et en plus, le gouvernement israélien continue à bloquer l'action de la commission chargée de gérer Gaza, de reconstruire Gaza. Ils n'arrivent pas à travailler, ces gens-là, avec tous les crimes qu'Israël continue à commettre, la situation est devenue intenable. Et à votre avis, quels sont ces principaux acteurs qui sont appliqués, que ce soit dans la question de Gaza ou au Liban? L'Égypte joue un rôle primordial dans les deux dossiers. À Gaza, l'Égypte continue à fournir l'aide humanitaire au peuple gazaoui, et les convois, surtout les convois du Croissant Rouge égyptien, continuent à arriver à Gaza, mais bien entendu, avec le blocus qu'Israël impose, c'est pas facile. Mais cela n'empêche pas que l'Égypte multiplie ses contacts pour envoyer le maximum d'aide humanitaire au peuple de Gaza. Et l'Égypte, sur le plan diplomatique, le président Abdel Fattah el-Sisi et le ministre des Affaires étrangères, le Dr Abdel Aziz, n'ont jamais cessé de réclamer la nécessité d'appliquer les accords de Sharm el-Sheikh et de permettre à la commission chargée de gérer Gaza de travailler, de commencer le processus de reconstruction de toute la bande de Gaza. L'Égypte n'a jamais failli à son rôle, au contraire, elle le poursuit et en même temps elle travaille sur le dossier libanais
Elle a réclamé que l'association des hostilités a condamné toutes les attaques israéliennes contre le Liban. Et pour passer au Liban, comment évaluez-vous la question sécuritaire au Liban à l'heure actuelle? Elle est tragique parce que Israël continue ses crimes de guerre au Liban. Le fait d'assassiner des familles entières durant tout le mois de mars et jusqu'à aujourd'hui même, il y a eu à peu près 3000 décès au Liban sous l'effet des bombardements israéliens. Et pas seulement les déplacements qu'Israël provoque au Liban, ce sont des crimes de guerre. C'est ce que dit la Convention de Genève. Essayons quand même on va voir ce qui va se passer avec les pourparlers qui vont commencer entre les parties libanaises et israéliennes à Washington. Moi je ne suis pas très optimiste, parce que c'est seulement un premier contact après dans un climat de tension et de méfiance. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera très facilement à des résultats positifs, mais il y a un côté, c'est que le secrétaire d'État américain, M. Rubio, va participer. Peut-être qu'il va jouer un rôle de facilitateur et essayer de proposer un plan pour essayer de parvenir à un accord au Liban aussi. Il faut que les attaques israéliennes au Liban doivent cesser immédiatement. Et on ne peut pas continuer à bombarder un pays en même temps faire des négociations à Washington. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'Israël a voulu exclure le Liban de cette trêve qui régit dans la région, la trêve face à l'Iran? Pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est qu'Israël veut montrer que son objectif est d'éliminer le Hezbollah complètement. Alors elle a utilisé comme prétexte les missiles que le Hezbollah a envoyés contre Israël au début du conflit entre Israël, les États-Unis et l'Iran, pour utiliser ça comme prétexte pour continuer pour lancer sa campagne de bombardement au sud Liban, et qui est allé jusqu'à Beyrouth. Israël a bombardé la partie sud de Beyrouth, a causé des dégâts humains, des pertes matérielles, des pertes humaines énormes. Israël veut donner un message qu'il veut continuer son objectif et qu'il n'est pas sous les ordres des États-Unis sur ce dossier. Et l'autre point, c'est peut-être un peu ça allié à la politique interne d'Israël, c'est que le Premier ministre Netanyahou essaie de continuer la guerre pour des fins électorales. Lui, il sait qu'il a des élections parlementaires dans 3 ou 4 mois. Il veut que ces élections aient lieu dans un climat de guerre, parce que normalement, quand un pays est en conflit, dans une guerre, normalement, les électeurs préfèrent choisir celui qui est en place. C'est pas toujours le cas, bien sûr, mais on va dire, mais la sécurité du pays est en danger, on va voter quand même pour le gouvernement. Et bien entendu, Netanyahou essaie aussi d'éviter les gros problèmes et les gros démêlés juridiques qu'il a sur le plan intérieur. Et à quoi doit-on s'attendre des négociations prévues à Washington? Je viens de le dire. Je pense que ces négociations-là, elles ont lieu dans un climat d'hostilité, de méfiance totale. Mais normalement, les États-Unis doivent jouer un rôle important, étant donné que le secrétaire d'État américain va être associé à ces négociations. Les États-Unis doivent user de leur influence pour forcer Israël à cesser ces bombardements au Liban avec un effet immédiat. Parce que je ne suis pas sûr que les ambassadeurs du Liban et d'Israël ont toute l'autorité pour parvenir à un accord. Mais bon, peut-être qu'ils ont des instructions de leur gouvernement, ça c'est sûr. Mais c'est l'administration américaine, c'est représenté par le secrétaire d'État qui
doit agir, qui doit donner un message clair à Netanyahou qu'il faut cesser les bombardements au Liban, avec un effet immédiat pour essayer de régler les points, de voir comment on va organiser le cessez-le-feu, les modalités d'application, le retrait des forces israéliennes et tout ça. Et à votre avis, quels seraient les scénarios qui seraient susceptibles de mettre terme à cette guerre, que ce soit au Liban ou en Iran? Pour l'Iran, il y a les pourparlers qui ont commencé à Islamabad et je pense qu'ils vont reprendre. On ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'ils vont reprendre, mais c'est clair, après les rapports que nous pouvons voir dans les médias internationaux, qu'il y a un dialogue, une sorte de dialogue pour la reprise de ces pourparlers. Et on ne pouvait pas s'attendre que les deux parties parviennent à un accord en 24 heures. C'est irréaliste. Ça va prendre du temps, et ça va beaucoup de temps même. Mais les choses vont bouger. Souhaitons que la trêve continue jusqu'à ce qu'un accord final soit conclu, en tenant compte des demandes de chaque partie, bien sûr. Bien entendu, en ce qui concerne le Liban, il faudra d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'administration américaine use de son influence, comme elle a usé de son influence sur Israël pour commencer la trêve dans le conflit entre Israël et les États-Unis d'une partie et l'Iran de l'autre. Eh bien, le gouvernement américain doit aussi user de l'influence pour forcer le gouvernement de Netanyahou à se plier à la volonté internationale, parce que la cessation des hostilités au Liban, c'est quelque chose sur lequel l'Égypte a beaucoup insisté, mais aussi les pays européens et bien entendu le monde musulman et arabe réclament sans cesse qu'Israël mette un terme à ces bombardements et ces attaques au Liban. Et à votre avis, est-ce que l'Iran aurait la capacité de faire face à cette crise prolongée? Est-ce que l'Iran a ce qu'il faut justement pour pouvoir aller de l'avant et endurer ces pressions? L'Iran a prouvé, c'est l'histoire qui nous le dit, que c'est un peuple qui a beaucoup de résilience, qui sait supporter les temps difficiles. Alors, je crois que l'Amérique et Israël ont échoué à renverser le régime iranien. Il faut le dire, c'était un échec stratégique. Ils ont échoué aussi à inciter le peuple iranien à se soulever contre ce gouvernement. Le peuple iranien demeure solidaire de son gouvernement et tient à résister aux sanctions américaines, au bombardement américain et israélien. Ce sont des gens qui sont prêts à sacrifier beaucoup de choses pour réaliser enfin leur but. Il faut le dire, c'est un peuple fier et il va continuer à se battre. Bien, ça va lui causer beaucoup de pertes matérielles, mais il résiste. Et puis, les Iraniens, ils savent comment négocier. Il faut dire la vérité, ils savent comment négocier. Et on va voir comment les choses vont évoluer. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Atay Abou Naga, je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. À tout de suite. Voilà.